Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. C'est pas parce que c'est le dernier jour de la semaine qu'on a changé la règle du jeu. Il y a toujours 4 invités et 4 thèmes que nous découvrons tout de suite en images. Êtes-vous pour Sarkozy, Bertrand, Baroin? Un nouveau sondage Odoxa paru ce matin dans le Figaro explique ou montre plutôt que les Français préféreraient Xavier Bertrand comme patron des Républicains. En revanche, les sympathisants de droite préféreraient François Baroin. Et vous? On en parlera. On parlera aussi des 80 km/h. Les députés sont en train de voter une mesure qui permettra de déroger à cette règle pour les départements qu'ils souhaitent. Les parlementaires ont-ils enfin compris les attentes des Français? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi de Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'une note de cadres et de militants de la France Insoumise se plaint de la façon dont le parti est dirigé. Et puis, alors que les critiques se multiplient contre Jean-Luc Mélenchon après le mauvais score de sa liste aux européennes, peut-il rester? Eh bien, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis enfin, on parlera du foot féminin après, ou plus exactement de la Coupe du Monde de foot, parce que le foot, il n'est pas masculin ou féminin, ce sont toujours les mêmes règles. Il y en a un qui ne regardera pas, c'est Alain Finkielkraut. Ça déplaît beaucoup à énormément de gens. On verra si vous en faites partie. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures et vous êtes l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de la communication politique. Votre dernier livre s'appelle Le coup de com' permanent, il est publié aux éditions du CERF. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir Olivier Ravanello. Bonsoir. Vous êtes journaliste de télévision en particulier, on vous connaît bien, vous avez été l'un des patrons d'ITélé, vous avez aussi été le fondateur du média en ligne Explicite Info. Et puis bonsoir Adrien Matou, bonsoir. Journaliste politique à Marianne. Marianne qui met en couverture cette semaine la casse économique qui continue. Et puis on parle aussi dans Marianne de foot féminin, bah, ça tombe bien, on en dira quelques mots tout à l'heure. Vous écrivez pas, vous aussi vous écrivez foot féminin, c'est pas bien. C'est dur de trouver des équivalents et de l'écrire de manière aussi courte que foot féminin, mais c'est vrai que la formulation est impropre. Voilà, puisque les règles du football sont les mêmes, qu'on soit un homme ou une femme. En tout cas, on ne va pas commencer par ce sujet, mais par la droite. Sans doute avez-vous pris connaissance de ce sondage publié ce matin dans le Figaro, sondage réalisé par Odoxa pour le Figaro et nos confrères de France Info. Qui serait le meilleur président pour les Républicains? Ben, vous voyez, selon qu'on est de droite ou pas, on n'a pas forcément le même avis. Les Français, dans leur ensemble, préfèrent Xavier Bertrand, même si c'est dans un mouchoir de poche avec Nicolas Sarkozy et François Baroin, alors que les sympathisants de droite, eux, mettent le tiercé dans un autre ordre. 1, Baroin, 2, Sarkozy, 3, Bertrand. Avant de vous demander qui serait pour vous le meilleur président, je vous propose d'écouter le portrait robot du poste dressé par Aurélien Pradier. Il est député LR du Lot. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être capable de nous remettre au travail. L'urgence, c'est celle des idées, pas celle du leader. Les têtes, c'est une chose. Il faut pas que véritablement, il faut que nous changions de logiciel de pensée. Notre urgence, c'est de se remettre au travail sur le fond, pas sur la forme. Aurélien Pradier qui était tout à l'heure chez notre ami Yves Tréhard dans le Talk. Est-ce que vous avez un candidat, Olivier Ravanello, pour diriger les Républicains? Une banalité, un signe, je suis comme les Français, je préfère Xavier Bertrand. À titre personnel et pour ce parti. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la droite a besoin de retrouver un courant traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a la droite libérale, centre-droit que Macron a siphonné, il y a la droite souverainiste traditionnelle, et puis au milieu, il y a cette droite gaulliste. Et celui qui, de mon point de vue, incarne le mieux cette droite gaulliste aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand. Le plus à même d'avoir un discours. C'est pas forcément une sensibilité sociale, c'est être capable de reposer les problématiques de manière non démagogique, c'est-à-dire sur la place de l'État, sur la place de la loi, et non pas forcément de l'ordre, ce qui n'est pas la même chose de mon point de vue, et je pense que Bertrand fait la différence, d'être capable aussi d'incarner une droite moderne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se projette sur l'avenir, c'est quelqu'un qui, sur l'économie numérique par exemple, a beaucoup de choses à dire et a envie de faire beaucoup de choses, et qui n'est pas dans une approche de l'économie qui est plus crispée et plus frileuse. Et je pense que la droite mérite d'avoir quelqu'un qui soit à la fois quelqu'un d'articulé, d'équilibré, de dialectique et de moderne. Guillaume Bernard, qui est votre candidat?
Je suis obligé d'en choisir Ah un. bah non, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, c'est le principe de cette sincèrement, émission. On dit ce qu'on pense bon, ici. écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je crois que LR, comme le PS depuis 2017, LR à partir de 2019, est en train de s'évaporer et que par conséquent, les deux grands partis politiques qui ont gouverné sous la Ve République sont en train de disparaître. Ça ne veut absolument pas dire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, que l'espace politique de la droite conservatrice est disparue. Je crois qu'elle pèse beaucoup plus que les 8,5 que François-Xavier Bellamy a fait aux européennes. Mais en revanche, la recomposition du spectre politique me paraît inéluctable, étant donné notamment la position centrale d'Emmanuel Macron, qui réussit à capter les modérés de droite et de gauche, les libéraux et les sociodémocrates, je dirais, tièdes. Et donc, par conséquent, franchement, la question de savoir qui va prendre la direction de LR me paraît être une question d'un temps court, parce qu'à terme, la droite, dans son ensemble, avec le Rassemblement national, sera obligée de se recomposer, de se réorganiser différemment. Adrien Matou, quel est le portrait robot du bon candidat, à votre avis, pour les Républicains ? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Aurélien Pradier tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que, alors comme Miko Bernard, je n'ai pas de candidat idéal, parce que je pense que la question centrale est celle des idées. On se rappelle souvent, la politique, c'est les idées incarnées par des hommes, ou les femmes. Évidemment, mais on se rappelle de ce que disait André Malraux sur le gaullisme. Il disait que c'était le métro à 6h du soir. Le problème de LR aujourd'hui, c'est que c'est plutôt le train qui part à la Baule pour le week-end. C'est ça le problème, c'est que la base sociologique, c'est vraiment... la Baule, j'espère. Rien de particulier, mais la base sociologique de LR, c'est vraiment rétréci. Et le pire pour les Républicains, c'est que la fonction qu'il avait prise dans les années 80 de défense des intérêts de la bourgeoisie et plutôt des classes aisées de la société, a été prise en grande partie par Emmanuel Macron. Pendant que dans ce temps-là, les classes populaires qui étaient favorables au gaullisme sont largement parties vers le Rassemblement national. Donc honnêtement, si on regarde les trois candidats là, qui sont en tête de ce sondage, Xavier Bertrand, alors certes, il y a peut-être une sensibilité sociale, mais il ne me paraît pas très éloigné du macronisme idéologiquement. Sarkozy, qui avait réussi à faire cette alliance entre la classe populaire et la bourgeoisie, il est pour beaucoup de gens le symbole des compromissions de la droite au pouvoir. Et François Baroin, on ne sait pas vraiment quel est son socle idéologique. Donc j'ai vraiment pas de réponse. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu daté, ce débat entre trois personnes dont l'idéologie n'est pas très affirmée. Il y en a une quatrième d'ailleurs, mais qui arrive un peu derrière, qui est Valérie Pécresse. Comment expliquez-vous qu'elle soit un peu distancée ? Alors je pense que son image a été altérée par ses nombreux revirements. On a l'impression qu'elle a quand même beaucoup suivi plus de la tactique que sur les idées. Après, justement sur son idéologie, elle me paraît vraiment très proche d'Emmanuel Macron pour le coup. Et je pense que le fait qu'elle ne prenne pas la direction de En Marche est pour le coup davantage dicté par des questions d'ambition personnelle que par la cohérence idéologique. Parce que si elle était cohérente idéologiquement, elle serait déjà à En Marche. Voilà, petit exercice de promotion, d'auto-promotion au passage. Si vous voulez mieux comprendre la cohérence de Valérie Pécresse, rendez-vous dimanche à midi dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. C'est à vous, Arnaud Benedetti, de vous dire si vous avez un candidat qui vous paraît le mieux placé. Non, j'en ai strictement aucun, mais je pense que le fond du problème, tout le monde l'a dit autour de cette table, c'est la question à la fois du logiciel politique et la question de la sociologie. Le problème, c'est que quelle est la place aujourd'hui de la marque républicain, alors que l'espace politique, finalement, de la droite libérale, de la droite centriste, de la droite orléaniste, est préempté par Emmanuel Macron, qui est, à mon avis, aujourd'hui le meilleur représentant de cette sensibilité politique, et puis un espace politique que je qualifierais de néo-souverainiste, parce que c'est celui, finalement, du Rassemblement national aujourd'hui, qui est un parti en pleine mutation de ce point de vue-là au niveau de son corpus politique et qui occupe en tout cas cet espace politique qui était l'espace politique qui avait été créé, on s'entend, par Seguin et Pasqua. Alors avec certes encore une connotation identitaire, mais on voit bien que le Rassemblement national est en train d'évoluer. Quelle est la place aujourd'hui pour un parti de droite entre ces deux grands morceaux ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la question de la sociologie. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires ne votent plus d'ailleurs pour les formations de gouvernement, quelles qu'elles soient, pour l'ancien Parti socialiste, qui a depuis très longtemps, sous l'effet de la pensée Terra Nova, abandonné les classes populaires, ne vote certainement pas pour Emmanuel Macron et les marcheurs, et ne vote plus pour les Républicains, ou ne vote que très peu pour les Républicains. Donc le défi d'ailleurs que s'était posé Laurent Wauquiez, souvenez-vous, quand il a pris la tête des Républicains, c'était d'aller à la reconquête des classes populaires et des classes moyennes. Manifestement, il a échoué.
Aujourd'hui, moi, je suis assez pessimiste sur l'évolution de l'offre politique des Républicains. Je ne vois pas, sauf à trouver une solution qui soit une solution de synthèse miraculeuse, la façon dont ils peuvent avoir un produit politique différencié par rapport à ces deux offres politiques, à la fois sur leur gauche et sur leur droite. Bernard, pas d'accord ? Si, il me semble qu'il y a un point qui n'a toujours pas été réglé au sein de la droite modérée. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse avait été l'une de celles qui avait, je dirais, attisé le feu. C'est la question de savoir qu'est-ce qui explique la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Et je crois que c'est le nœud du problème. Nicolas Sarkozy avait réussi à siphonner le Front National par un discours, par une campagne de 2007 qui avait réussi à associer conservateurs et populistes. Il a échoué en 2012 parce qu'il y avait un décalage trop important entre son discours, la campagne de 2007 et celle de 2012, et la réalité de son action politique. Et donc, par conséquent, tant que, je dirais, les gens des Républicains n'auront pas pris, je dirais, conscience de cela, je crains malheureusement qu'ils soient dans des, dans des combinaisons politiques plus que dans des choix doctrinaux. D'ailleurs, la liste de Bellamy a eu, je dirais, cette difficulté d'avoir un ténor, un chef de file qui était supposé incarner la France conservatrice, mais qui avait par derrière tout un ensemble de candidats qui montraient qu'il n'y avait aucune homogénéité. Et c'est ça que les électeurs ont sanctionné, soit en s'abstenant, soit quand ils sont libéraux, en allant voter Macron, soit tout simplement lorsqu'ils sont souverainistes, en allant vers le Rassemblement national. Donc je crois que sincèrement, c'est la quadrature du cercle. Il me semble que ce que pose ce débat en creux, c'est la pérennité d'En Marche. Et c'est ça qui continue de moi m'interroger. D'En Marche, pas des Républicains ? Non, d'En Marche. Si En Marche est une structure politique qui est capable de durer, évidemment qu'il y a une recomposition du jeu. Vous avez une gauche, vous avez un centre et vous avez une droite. Et cette droite, elle penchera plus du côté du Rassemblement national. Mais la question qui continue, moi, de m'interroger, c'est de savoir si En Marche est capable d'être pérenne. Lorsque l'on voit que cette élection européenne n'a pu être sauvée par l'Élysée que parce que le président s'est impliqué. Et qu'au fond, il a fait la démonstration qu'il était le seul à être capable de gagner une élection 2 ans après avoir été élu, parce qu'autour de lui, rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Ça continue de m'interroger. Est-ce que dans 5 ans, il sera réélu ? S'il n'est pas réélu, moi j'ai le sentiment que Macron est l'héritier de VGE. Idéologiquement et même en termes de personnalité. Jamais Macron ne sera leader d'une opposition sur les bancs de l'Assemblée pour essayer de regagner un mandat qu'il aurait pu perdre. Donc s'il n'est pas réélu, il sortira du jeu politique et tout va être recomposé. Donc en fait, tout ce débat-là, je trouve, moi je le ramène à 3 choses, les 3 droites, et je pense que même si elle occupe un espace plus faible, cette droite gaullienne a toujours un avenir, et au fond, de savoir si cet espace va se rouvrir à la faveur ou non du maintien d'En Marche. Enfin, le problème, c'est qu'elle est plus gaulienne. C'est la grosse difficulté de cette droite-là. Mais moi, je pense, là où je vous rejoins en effet, c'est que Emmanuel Macron, dont on peut penser que finalement cette non-défaite constitue un formidable succès politique, va se heurter quand même à une difficulté qui est la difficulté de sa jambe gauche. Parce que quand même, n'oublions jamais que Emmanuel Macron a commencé sa longue marche, si je puis dire, à partir du centre-gauche. Et ce que laisse apparaître finalement le scrutin du 26 mai, c'est une transformation en profondeur de l'électorat macronien qui a bénéficié quand même d'un transfert assez important, on le voit dans un certain nombre de zones, de la droite plutôt filloniste qui est allée voter et porter secours à Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, lui aussi, à un moment donné, il a brûlé ses vaisseaux à gauche. Donc il a aussi, il faut quand même bien le voir, une zone de chalandise qui n'est pas aussi large que cela puisse paraître au premier abord au résultat de ce scrutin. Pérennité de l'REM, c'est le vampirisme, c'est réussir à capter les élus locaux, ou pas d'ailleurs, on verra bien, les élus locaux pour avoir une base dans le tissu social et dans les collectivités territoriales. Nos internautes ont l'air un petit peu agacés par les difficultés des Républicains. Ils sont pénibles avec leur culte du chef, dit Chiche. Alors, Chiche a raison, mais n'empêche qu'ils n'ont plus de président. Il faut bien qu'ils s'en trouvent un quand même, sans doute, à moins de faire de l'autogestion. Et puis, citoyens, ça commence à bien faire avec LR. On va attendre les obsèques des Républicains. Encore combien de temps ? Point d'interrogation. Et puis Babineau, qui n'est guère plus positif malgré sa popularité. Sarkozy a perdu sa légitimité, affirme-t-il, pour être prétendant à diriger un parti qui n'a pas d'avenir. Et Babineau ajoute: la question de la succession de Wauquiez est secondaire. Il faut d'abord faire le bon diagnostic
Pécresse l'a dit. On change de sujet, si vous le voulez bien, pour passer aux 80 km/h. Le président de la République et le Premier ministre l'avaient dit. Les présidents de conseils départementaux vont retrouver une marge de manœuvre pour, s'ils le veulent, transiger avec la nouvelle règle des 80 km/h pour les routes départementales. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez l'avis de Gérard Longuet. Lui, qui est sénateur républicain, lui, il est tout à fait d'accord avec ce changement, pas seulement pour la mesure technique, mais aussi parce que c'est un vrai signe de décentralisation. Oui, c'est un vote de bon sens. Rappelez que les routes départementales appartiennent aux départements et ce sont eux qui les connaissent le mieux. Ce sont eux qui les entretiennent, ce sont eux qui les rénovent et ce sont eux qui doivent fixer la réglementation de vitesse parce qu'ils connaissent les réalités du terrain. C'est le symbole d'une France à deux vitesses, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant la crise des Gilets jaunes. Non, c'est surtout le symbole d'un mouvement vers la décentralisation, vers la responsabilité locale. Adrien Mathieu, est-ce que c'est choquant sur le principe qu'on ne roule pas à la même vitesse partout en France, dans un État traditionnellement centralisé ? Bon, je ne vais peut-être pas vous surprendre en n'étant pas du tout d'accord avec Gérard Longuet. Je pense que, alors, on a tort de dire que le jacobinisme est toujours centralisateur, mais là, on ne va pas faire un truc à la carte où les départements feraient des concours de démagogie en faisant des limites de vitesse à 120 km/h sur les routes. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la manière dont a été amenée cette mesure a été le symbole d'un manque d'écoute locale. Ça a été plaqué d'un coup. Sans qu'on comprenne vraiment si c'était la priorité de faire rentrer de l'argent dans les caisses ou de sauver des vies. Donc voilà, c'est le mode de décision qui doit être revu. Et par contre, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de laisser à chaque département le soin de choisir la vitesse de ses routes. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous, c'est Vincent Descoeurs. Alors, il est député des Républicains du Cantal. Vous savez que le Cantal, c'est un département assez excentré, donc dans lequel on roule. Voilà, dans lequel on roule beaucoup. Et lui, il trouve que la libéralisation du dispositif ne va pas assez loin. Force est de constater que ce qui nous est proposé est en réalité un assouplissement en trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que dans l'état actuel du texte, cet assouplissement ne concerne que les routes départementales. Je suis au regret de constater aujourd'hui que le texte que vous proposez, en excluant les routes nationales, ne répond pas pleinement aux engagements du président. Arnaud Benedetti, le gouvernement rétropédale, les parlementaires suivent, n'empêche que l'insatisfaction demeure parce que cette bataille-là, en tout cas politiquement, elle est perdue pour le gouvernement ? Je ne sais pas si elle est perdue, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, c'est une mesure qui avait été proposée par les sénateurs, il ne faut jamais l'oublier. C'est un amendement qui avait été défendu par un sénateur de permettre justement aux collectivités et aux conseils départementaux de fixer la limitation de vitesse. C'était pas Édouard Philippe qui était à l'origine de ça ? Non, il avait dit qu'il était d'accord. Le retour, l'expérimentation, bien évidemment. Le retour en 90. Oui. D'ailleurs, ce ne sont pas les députés qui sont responsables, c'est quand même le Premier ministre qui est à l'origine de cette mesure, qui avait été quand même un des signaux faibles qui a annoncé la crise que l'on a connue ensuite avec la crise sur la taxe carbone. Moi, je crois fondamentalement que ce type de sujet fait partie d'abord de ce type d'injonction comportementale qu'un certain nombre de nos concitoyens supportent de moins en moins et qui finalement traduisent le décalage entre l'impuissance publique à résoudre les grandes difficultés, à résoudre les grands problèmes et finalement la puissance publique à vouloir finalement toujours plus normer les comportements. Alors je ne porte pas jugement sur l'efficacité des 80 ou des 90 km/h, je suis totalement incompétent sur le sujet, mais en tout cas c'est cette perception aujourd'hui qui explique aussi parfois finalement le mécontentement et la colère d'un certain nombre de nos concitoyens. Ensuite sur le plan politique, ça traduisait surtout l'absence finalement d'écoute, me semble-t-il, de l'exécutif, alors qu'un certain nombre d'élus locaux avaient fait remonter quand même le mécontentement que cette mesure, telle qu'elle était appliquée de manière unilatérale, faisait peser dans l'opinion. Donc, manifestement, on a un pouvoir qui semble aujourd'hui peut-être avoir un peu plus écouté, la base. Les internautes qui sont en train de nous suivre et qui se prononcent en direct sur Twitter approuvent cette possibilité laissée au département de revenir aux 80
90 km/h, il l'approuve à 77%. Et un internaute, Philippe, fait cette remarque, c'est surtout une limitation supplémentaire avec des points d'affût au changement de département. Oui, on imagine que quand il y a des changements de vitesse, de limite de vitesse d'un département à l'autre, ça peut donner lieu peut-être à des contrôles pour les automobilistes qui n'auraient pas été assez attentifs. Guillaume Bernard, les députés ont enfin compris les vraies aspirations, les vraies demandes de la France périphérique ? Oui, d'une certaine manière. Enfin, je suis pas sûr qu'ils aient compris les vraies demandes, mais enfin, en l'occurrence, sur celle-là, en tout cas sur celle-là, oui. Qu'est-ce qui avait choqué dans cette mesure? C'était l'application uniforme entre des routes droites et des routes sinueuses, entre une 4 voies qui va vers les Sables d'Olonne chez moi ou une route dans le Bocage. Il est bien évident que la même limitation de vitesse est parfaitement incohérente. Là, vous n'êtes pas tout à fait de bonne foi, cher Guillaume Bernard, parce que sur les 4 voix, il n'y avait pas de limitation à 80 km. D'accord, mais vous comprenez bien ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé, je le reconnais bien sincèrement. Mais voilà, c'est l'uniformisation, je dirais, de la mesure qui avait choqué. Alors cela dit, je suis peut-être moins optimiste que le sénateur Longuet quand il dit c'est un signe, je dirais, d'un retour à la décentralisation. Il me semble quand même qu'avec la loi NOTRe, je dirais, il y a un chantage à la subvention pour pouvoir pousser les collectivités locales à fusionner, à constituer, je dirais, des grands ensemble, dont d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il soit forcément plus efficace et plus rentable d'un point de vue financier pour le contribuable. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui est de cette mesure, très bien. Pour ce qui est, je dirais, d'un retour véritable et réel à une décentralisation, je suis plus dubitatif. Olivier Ravanello ? Moi, je suis favorable à cet échelonnement et à cette gestion locale de la limitation de vitesse, déjà parce que c'est une réalité. Quand vous êtes sur une route, vous traversez une commune, vous voyez un passage clouté avec une école à proximité, on vous demande de ralentir à 30, vous dépassez cette période-là et puis vous avez le droit de remonter à 50, vous sortez de l'agglomération suivant qu'il y a une ligne droite ou pas, le passage à 70 est plus ou moins étalé et puis vous avez le droit de rouler à 80 ou à 90. Et quand vous êtes dans votre voiture et que vous vivez ça, vous le vivez bien parce que vous comprenez, mètre après mètre, pourquoi la limitation de vitesse est faite et à quoi elle correspond. Lorsque ça vient de Paris qui vous dit « bon alors à partir de maintenant c'est 80 », évidemment que ça braque tout le monde parce qu'on a l'impression, comme vous le disiez, que c'est une injonction, que c'est un oukase et qui va s'appliquer de manière aveugle et non pertinente. Donc oui, je suis d'accord avec Longuet, les mieux à même de mettre la bonne limitation de vitesse au bon endroit après le bon virage, ça reste les départements parce qu'ils connaissent leur réseau mieux que personne et que c'est plutôt une tendance vers laquelle il faudrait aller, mais on y est déjà. Et après un pays qui débat de 10 km/h en plus ou en moins, je continue de penser que c'est un pays qui va profondément mal. Vous pensez que c'est anecdotique ? Non, je pense qu'on ne prend pas la mesure des enjeux qui nous entourent et que quand on est sur ce genre de débat, c'est vraiment qu'on s'est retiré du monde. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai que ça avait fait... Vous ne pensez pas que c'était symbolique quand même de quelque chose de profond et que c'est pour ça qu'on en a autant parlé? Et à force d'être sur les symboles, on n'est plus sur la réalité. Non, mais le symbole était plus important. C'est bien de sortir de la caverne de Platon et de revenir à la réalité. Parce que le jeu d'ombre, au bout d'un moment, il peut être problématique en politique. Mais d'ailleurs, les Gilets jaunes n'ont pas marché pour redemander le retour aux 90 km/h. Voilà, ça montre bien qu'il y avait d'autres enjeux plus importants. C'était l'attitude qui a été mal vécue. C'est un marqueur peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez bien. Nos confrères du Monde ont révélé une note signée par 42 cadres et militants insoumis qui se plaignent d'une grande verticalité en termes de décision collective. Ça, je pense que ça veut dire en bon français que c'est Mélenchon qui décide tout seul. Il y a des... parlementaires qui ont exprimé leur réticence sur la ligne qui est suivie, par exemple Clémentine Autain, on en parlera. Et puis surtout, il y a toutes ces interrogations après la contre-performance de la liste de la France Insoumise aux dernières élections européennes. Certains ont demandé le départ de Mélenchon, comme Laurent Wauquiez a pu quitter son poste dans une circonstance assez proche finalement en termes de résultats électoraux. C'est pas l'avis de tout le monde. Je vous propose d'en écouter deux. D'abord, Alexis Corbière, le député de la Seine-Saint-Denis qui était ce matin sur France Info, qui est membre de la France Insoumise et qui demande de ne pas zapper trop vite Mélenchon. L'analyse un peu feignante qui consiste à dire le problème c'est Mélenchon, il faut sortir la France Insoumise du moment Mélenchon, etc. Franchement, c'est une illusion qui est un peu courte de mon point de vue. Il faut par contre, une fois de plus, réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait à l'avenir. À partir de qui est le mieux placé, si je puis dire, pour le faire. Jean-Luc est quand même
a été quand même une locomotive de notre mouvement. C'est lui qui l'a porté. Ne soyons pas à peur, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2017. Mais si on vous écoute bien, il s'interroge aujourd'hui sur le rôle qu'il peut jouer, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, il se pose des questions, il a le droit, je veux dire, il a le droit. Alors en fait, cette réserve, elle est assez générale chez les responsables de la France Insoumise, en tout cas quand les micros sont ouverts. Même Clémentine Autain, donc, qui est députée La France Insoumise, elle aussi de Seine-Saint-Denis, qui avait été très critique sur la ligne suivie par le parti pendant les élections européennes, ne demande pas le départ de Mélenchon. Elle l'a dit ce matin sur RTL. Ce que je demande, c'est pas le retrait de Jean-Luc Mélenchon, c'est de bien mesurer la ligne et de changer d'orientation politique. Il est capable de le faire. C'est possible de le faire. Je me souviens qu'il y a 2 ans, il a eu un profil politique rassembleur qui nous a hissés très haut. Voilà. Donc je peux pas vous le dire plus clairement. C'est que c'est l'ensemble de l'orientation de tout le monde. Si vous dites on se sépare de Jean-Luc Mélenchon, il n'est plus notre leader, mais que vous avez la même ligne politique, je ne suis pas sûre qu'on ait énormément progressé. Ouais. Adrien Matous, c'est quoi? C'est une question de ligne, c'est une question de personne, ou est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux? Extrêmement compliqué, parce que c'est pour ça qu'on la pose. Il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent. Le problème, c'est que en fait, Clémentine Autain a posé la question de la ligne juste après les élections, et le débat s'est quasiment entièrement concentré sur la ligne des Insoumis, trop union de la gauche ou trop populiste selon les avis. Or, ce qui est vrai, c'est que ces questions de ligne, il y a quand même peu de gens qui en sont conscients. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes politiques, il y a les gens qui suivent de très près la politique, mais le gros des électeurs ne saisit pas trop ces nuances-là. Alors, sur la question de Mélenchon, je pense que les facteurs de la défaite des Insoumis aux européennes, en partie sont liés à sa personne, en partie non. Il y a des éléments qui ne sont pas de son ressort. C'est-à-dire que traditionnellement, ce sont des mauvaises élections pour la gauche radicale, puisque son électorat s'abstient lors de ces élections. Et on peut aussi penser qu'en 2017, il y avait beaucoup de votes utiles sur la personne de Mélenchon, parce que c'était le candidat le mieux placé à gauche. Du coup, il y a beaucoup de sympathisants socialistes plus modérés qui avaient voté pour lui et qui là sont revenus sur Europe Écologie Les Verts ou les socialistes. Mais par contre, il y a des éléments qui sont directement liés à Mélenchon. Pour beaucoup de gens, Mélenchon, aujourd'hui, c'est les perquisitions. C'est son attitude pendant les perquisitions. C'est le bruit et la fureur. Et donc, en vérité, on peut se poser la question d'un certain rejet de Mélenchon, surtout qu'il s'est impliqué pendant cette campagne. Mais de l'autre côté, la France Insoumise, c'est Mélenchon. Le succès de la France Insoumise en 2017, c'est la figure de Mélenchon. Et c'est lui qui l'incarne mieux que personne. Les autres Insoumis ne sont pas très connus et ils n'ont pas sa dimension. Donc c'est vraiment une équation très très compliquée à résoudre pour lui. Vous pensez qu'il va pouvoir tenir, Olivier Ravanello? C'est juste un mauvais moment à passer? Je pense que la vraie question, c'est de savoir ce qu'ils veulent aux prochaines élections. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent être à 6 ou 7, ce qui, de mon point de vue, est leur corpus naturel, idéologique et la réserve de ce courant de pensée aujourd'hui dans le pays, ou est-ce qu'ils ambitionnent de pouvoir remonter à 17, 18, peut-être plus, et le seul qui est capable de faire monter la mayonnaise, on l'a vu durant la campagne, c'est Mélenchon. Il a un talent, il a un charisme, il a un talent d'orateur, il a une capacité à élargir son socle, y compris par des alliances politiques, que n'ont pas les autres. Donc le choix, il est là. Après, que Mélenchon soit insupportable au sens littéral du terme, oui, il est insupportable par les gens qui travaillent avec lui, mais il est insupportable parce que c'est le ressort de son engagement politique. Il parle aux gens qui ne supportent plus la situation. Donc Mélenchon est quelqu'un d'insupportable. Mais c'est le seul à les faire monter à 17 ou à 18. La question du jour sur le Figaro.fr. Après les mauvais scores de la France Insoumise aux Européennes, Jean-Luc Mélenchon doit-il se mettre en retrait du parti? Et 88% des internautes du Figaro répondent oui. Est-ce que c'est pour le bien de la France Insoumise? Je sais pas. J'étais pas dans la question. Arnaud Benedetti, il est insupportable, Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense qu'il a surestimé le concept d'insoumission. Il partait d'un point de vue qui était de considérer que finalement, il y a aujourd'hui un potentiel de colère dans le pays qui est tel qu'il va le porter d'une manière irréversible au pouvoir. Ça, c'est la thèse de Mélenchon. En même temps, il est quand même très réaliste et il sait ce que c'est qu'un rapport de force politique, compte tenu quand même de son parcours. Mais je pense qu'il y a un autre problème. Au-delà de sa personnalité, au-delà de sa communication, en effet, qui est une communication qui casse les codes du politiquement correct, au-delà de son attitude lors de la fameuse perquisition, il y a un problème de ligne politique aussi à la France Insoumise. C'est-à-dire que, finalement, quand on regarde de près, vous avez deux lignes à la France Insoumise. Vous avez une ligne qui est plutôt populiste, souverainiste, et puis vous avez une autre ligne qui est incarnée, entre autres, par Mme Autain ou par Mme Obono, qui est plus sociétale, voire indigéniste. Et la difficulté, c'est que, finalement, Jean-Luc Mélenchon, qui est
certain nombre de synthèses aussi à sa façon, en tout cas dans cet espace politique, n'a pas véritablement arbitré, ou lorsqu'il a arbitré, il a plutôt donné l'impression d'arbitrer contre les souverainistes que contre les communautaristes. Donc je pense qu'il paye aussi, d'une certaine façon, l'ambiguïté qui est la sienne à l'intérieur de sa propre formation politique. Il a certainement brouillé les messages, et encore une fois, c'est quelqu'un qui avait un potentiel, et qui peut-être encore a un potentiel électoral qui est assez important, mais qui manifestement n'a pas su arbitrer entre des lignes politiques qui, à mon sens, se sont assez opposées finalement à l'intérieur d'une même maison. Est-ce qu'il faut arbitrer ? Est-ce que Mitterrand n'est pas dans la même situation ? Est-ce que ce qui lui permet de gagner, c'est justement de ne pas arbitrer et à un moment donné, sur une élection qui focalise sur sa personne, de réunir tout le monde ? Le problème, c'est qu'il a donné le sentiment d'arbitrer. On voit bien que la façon dont il a traité notamment un certain nombre de souverainistes à l'intérieur de la formation politique, et qui ont été d'ailleurs éjectés, donne le sentiment que finalement, pour des raisons électorales, liées certainement à l'implantation électorale d'un certain nombre de ses députés, il a plutôt arbitré, disons, dans le sens et le paradoxe, dans le sens de Madame Autain, et qui aujourd'hui, finalement, le critique sur sa ligne politique. Donc je pense qu'il a aussi cette difficulté qui explique en partie, pas seulement, les déboires électoraux qu'il a pu rencontrer lors de cette élection. Guillaume Bernard, c'est aussi, votre avis, c'est la ligne prise par le parti dans ces européennes, plus que la personne de Jean-Luc Mélenchon qui a été sanctionnée ? Oui, je suis plutôt effectivement de cet avis, c'est-à-dire que incontestablement, il se pose à la France insoumise un véritable enjeu de savoir sur quelle base sociologique ils vont s'appuyer pour pouvoir faire le score le plus élevé possible, et que l'une des possibilités qui s'offre à eux, c'est d'essayer de capter, de mobiliser d'abord, et puis d'essayer de le capter, l'électorat d'origine immigrée. Le problème, c'est que ça présente évidemment pour eux un vrai risque, parce qu'évidemment, cet électorat-là, il n'est pas a priori véritablement, je dirais, compatible avec les thèses républicaines, d'une part. Et puis, évidemment, il y a la question de la dérive, d'après certains, vers le populisme, parce qu'évidemment, défendre le peuple contre, je dirais, les élites, eh bien, ça peut-être les conduire à l'inverse, prendre position de manière plus ferme sur les questions de l'immigration, ou peut-être même, et pour des internationalistes c'est quand même compliqué, peut-être même avoir à opter ou à se prononcer sur la question du protectionnisme. Donc ça, je crois qu'il y a la question du discours. Mais je crois qu'il y a aussi une autre question, c'est qu'ils sont tombés des nues, tout simplement. C'est que, bien sûr, la crise à la France insoumise couvre, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne, hein. Il y a la structure nationale qui est extrêmement refermée, et puis les structures locales qui, elles, sont parfaitement libres. Mais les structures locales n'ont aucune influence, normalement, sur ceux qui dirigent la France insoumise. Donc ça couvre depuis un certain temps. Mais il est bien évident que ça éclate aujourd'hui en raison des résultats, parce qu'ils se sont pris à rêver. Ils pensaient qu'ils pesaient à eux seuls 20%. Ils n'étaient pas loin de ça au présidentiel. Oui, mais parce que c'était une présidentielle et que c'était capté par une personnalité talentueuse, un tribun populaire, effectivement, un tribun de la plèbe, qui est Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis au regret de leur dire que depuis la chute du mur de Berlin, le collectivisme est en train de régresser et que la force, je dirais, politique, elle ne vient plus, enfin l'épanouissement politique, le dynamisme politique ne vient plus par la gauche, et que si on additionne toutes les listes de gauche aux européennes, ou si on additionne tous les candidats de gauche à la présidentielle, eh bien, ils pèsent 25%, et pas plus. Je vais rajouter deux petits éléments. Sur l'électorat immigré, je suis en désaccord parce que je pense que la ligne, alors moi je ne l'appellerais pas indigéniste, je trouve ça un petit peu excessif. Oui, mais je l'appellerais gauchiste plutôt. Je pense qu'elle séduit plus une bourgeoisie urbaine que justement les électeurs immigrés qui souvent sont très républicains. D'ailleurs, il y a des électeurs... ceux qui se déplacent, mais justement, s'ils veulent essayer de mobiliser ceux qui ne se déplacent pas... Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils se mobilisent sur un discours communautariste. Par exemple, Alexis Corbière est quelqu'un de très républicain, il est élu en Seine-Saint-Denis. Deuxième élément... je pense qu'il y a, pour le coup, un sujet sur lequel tout le monde est d'accord au sein de la France insoumise, c'est le manque de démocratie interne au mouvement. Et les départs de cadres ne sont pas dus qu'à des questions de ligne politique, mais aussi à ce manque de démocratie interne qui a renvoyé une mauvaise image. Babino, un internaute fidèle, nous dit « On fait la même erreur avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Marine Le Pen. Elle a survécu à sa lourde défaite des présidentielles. Mélenchon aussi peut survivre. » Oui, allez-y. Pour ce qui est de Marine Le Pen, je pense que Marine Le Pen n'a pas tué le Rassemblement national, mais si en revanche Marine Le Pen s'entête à vouloir être la candidate du Rassemblement national, le débat et la décrédibilisation de sa personne lors du débat de 2017 va lui revenir en boomerang.
La comparaison Mélenchon-Le Pen, la résilience de Marine Le Pen, comme on dit aujourd'hui. Mais la résilience de Marine Le Pen, elle est liée à la résilience d'une formation politique qui a plus de 40 ans d'âge aussi. Il faut quand même voir ça aussi. Si vous voulez, la France Insoumise est une formation politique, une offre politique récente. Elle n'a pas la même histoire que celle du Rassemblement national. Donc ça, je crois que c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'échec de Marine Le Pen est un échec relatif à la présidentielle. C'est l'échec surtout de son débat qui a profondément marqué. Mais quand on regarde quand même le résultat, elle est présente au second tour, elle progresse même en voix et en pourcentage entre les deux tours, et force est de constater que les résultats de l'élection européenne sont plutôt quand même s'ils ne sont pas peut-être à la hauteur des espérances de Marine Le Pen et de l'état-major du Rassemblement national, plutôt en progression. Donc je ne crois pas qu'on puisse véritablement faire une comparaison entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que du côté de Marine Le Pen, il n'y a pas de discussion à l'intérieur aujourd'hui du Rassemblement national sur la ligne, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, sur la ligne politique. Est-ce que c'est Yannick Jadot qui ferait aussi de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon? Vous le disiez, Adrien Matou, en 2017, Mélenchon, c'était la seule alternative à gauche. Aujourd'hui, c'est plus le cas? Alors, je suis très sceptique sur la pérennité du vote écolo, parce que je pense que la majorité des votes... Bon score, de plus de 13% aux européennes. Oui, alors voilà. Médite avait fait 16. Alors déjà, non mais déjà quand on dit très bon score, 13%, déjà on est un peu interloqué. Et ensuite, la moitié de ces 13% sont des décisions dans la dernière semaine, et sur une campagne qui a vraiment tourné autour du thème de l'écologie. Et aujourd'hui, en plus, Yannick Jadot ne se réclame pas du tout de la gauche et même un discours social quasiment inexistant. Donc je pense qu'il est plus sur un créneau modéré que Jean-Luc Mélenchon. Il y a très peu de discours social dans ce que dit Yannick Jadot. Il va servir de supplétif à Macron. C'est une hypothèse. Oui, avec des potentiels de division aussi qui sont non négligeables chez les Verts. Entre l'aile gauchiste et l'aile pragmatique, le débat n'est pas tranché. Vous avez esquissé les uns et les autres cette différence de positionnement entre la France insoumise pendant la campagne présidentielle de 2017, plutôt populiste, souverainiste, et puis la France insoumise plus communautariste ou gauchiste. Apparemment, ça ne leur réussit pas. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau coup de barre idéologique pour changer un peu le positionnement? Olivier Ravanello, ça vous paraît? Moi, je continue de penser qu'il y a ces deux familles et que Mélenchon a été capable de les réunir. Oui. Donc il peut être capable d'être davantage regardez le score fort. Regardez le score du Parti communiste aux dernières élections européennes. Ah oui. 2,5%, c'est ça. Où Mélenchon est capable, à un moment donné, sur une présidentielle, de prendre tout le monde et vous ajoutez, et on tombe à peu près sur les 17-18, et je pense que c'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais ça peut suffire à se retrouver à un deuxième tour. Mais si vous n'avez pas la personnalité de Mélenchon et que vous n'avez que des Corbière, que des Autain, etc., cette synthèse, ils n'arriveront pas à la faire. Ils n'arriveront pas à la faire. En tout cas, au sein de la France Insoumise, il y a quand même, à part Clémentine Autain qui était très offensive sur le retour à l'union de la gauche, il y a quand même quasiment tous les ténors de Quatennens à Corbière, en passant par Coquerel, qui ont prôné pour un retour quand même à la ligne populiste de 2017. Oui, enfin, si l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de conquérir l'Élysée, ce qui à mon avis reste son objectif, il faudra bien qu'à un moment donné, il arrive à avoir une alliance avec les sociaux-démocrates. Et c'est là que se pose le problème, c'est que je ne vois pas aujourd'hui de zone de convergence entre quand même les sociaux-démocrates et l'idéologie de l'insoumission. Ça me paraît assez compliqué à ce stade. Mais justement, dans la stratégie populiste, c'est pas ces électeurs-là qui sont visés, quoi. Peut-être allez-vous vous intéresser à autre chose qu'à la politique ce soir et regarder le premier match de la Coupe du Monde féminine de football. Ça se passe en France. C'est France-Corée du Sud, c'est ça le match d'ouverture. Cet événement suscite un vrai engouement en France. On va voir ce qu'il en est des audiences télévisées. Il y en a un qui reste un petit peu à l'écart de la fête. C'est Alain Finkielkraut. Écoutez ce qu'il a déclaré. C'était avant-hier sur CNews. Il était interrogé par notre consoeur Sonia Mabrouk. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance. Mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables?
Voilà, une fois de plus, Alain Finkielkraut a mis le feu à la forêt, voilà, prairie plus exactement, avec ses propos. Du coup, il les a précisés hier dans une autre émission de télévision. C'était sur France 5, c'était C'est à vous. Précisés, mais pas reniés pour autant. Qu'est-ce que je dis? Je dis simplement, oui, que l'interchangeabilité des aides ne doit pas être le dernier mot de l'histoire. Que des femmes fassent de la boxe, que des femmes fassent du rugby, que des femmes jouent au football, c'est très bien, mais qu'on arrête de nous parler de cela comme une conquête de l'égalité et qu'on arrête de poursuivre la différence dans ces derniers recoins. Voilà, et avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter cette réponse, pas vraiment enthousiaste sur la position d'Alain Finkielkraut, réponse de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle était interrogée sur Public Sénat. Les femmes, elles pratiquent le sport qu'elles veulent et je tiens à rappeler que le football, c'est un sport comme un autre, qu'il soit au féminin ou au masculin. À la Fédération française de football, il y a autant de pratiquantes de football qu'à la Fédération de gymnastique, par exemple, qui est un sport typiquement féminin. Donc évidemment, ça doit évoluer. Encore aller contre certains stéréotypes, malgré tout. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est la mixité. C'est autant de petits garçons qui dansent qu'autant de petites filles qui jouent au rugby ou au football et casser un peu les représentations, les stéréotypes. Olivier Ravanello, Alain Finkielkraut est prisonnier des stéréotypes. Non, mais il a raison, Finkielkraut, il a raison. Il faut que les femmes fassent des sports qui gardent une image de la femme telle qu'on l'a depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin. Je pense que les femmes qui ont un caractère, on le sait tous, beaucoup plus perméable aux émotions, ne peuvent pas participer au débat politique, qui est par essence un lieu de débat rationnel. Donc je pense qu'il faut aussi remettre en cause le droit de vote. Et même, si vous réfléchissez bien, vous serez sûrement d'accord avec moi, une femme est en permanence tiraillée entre cet instinct maternel naturel qu'elle ne peut pas réprimer et le fait d'aller au travail. Donc supprimons le droit de travailler pour les femmes, ça permettrait, comme tout le monde le sait, de faire baisser le chômage. Alors, ce débat, elle n'est pas tiraillée. Hein. Vous avez bien compris que tout ça est du 10e degré. Ce débat est inepte. Lorsque j'ai préparé le concours d'entrée à Sciences Po, j'ai lu La défaite de la pensée. Et j'en garde le souvenir d'une écriture et d'un raisonnement. Un livre d'Alain Finkielkraut. Extrêmement pointu, extrêmement acéré. Et j'essayais à l'époque de pondre 50 lignes qui puissent en faire écho et je n'y suis pas parvenu. Et aujourd'hui, je me retrouve à commenter les inepties d'Alain Finkielkraut. Je trouve que ça en dit long sur lui, malheureusement, et ça en dit long aussi, malheureusement, sur nous. Alors, il n'y a pas de femmes sur ce plateau ce soir, mais ça ne nous empêche pas de parler du sujet, évidemment, parce qu'on n'essentialise pas ni les sujets, ni les invités à point de vue. Quelle est votre opinion sur la question, Guillaume Bernard ? Vous êtes surpris par cette levée de bouclier contre les déclarations de Finkielkraut ? Sincèrement, a priori, je n'étais pas enthousiasmé par ce qu'Alain Finkielkraut avait déclaré sur ce sujet-là, alors que par ailleurs, je dois reconnaître que je suis assez souvent d'accord avec lui. Bon, mais c'est vrai que le fait de trouver que ces déclarations serait absolument inqualifiable, du coup me pousserait un peu à le défendre. Voilà, il faut bien qu'il y ait une défense. Bon, sincèrement, que les femmes jouent à n'importe quel sport du moment que ça leur plaît et qu'elles s'y épanouissent, honnêtement, ça m'est complètement égal. Personnellement, aucun sport ne me permet de m'épanouir et donc je n'en pratique aucun. Donc voilà. Et donc je ne. Bon, mais il est bien évident que si les propos d'Alain Finkielkraut étaient sans doute, je dirais, maladroits. De l'autre côté, considérer que, il faut enlever tous stéréotypes sociaux, considérer qu'il n'y aurait pas, d'une certaine manière, un rôle social lié, je dirais, à notre identité particulière. Alors là, pour le coup, ça, je ne peux pas le soutenir. Voilà. Question aux internautes. Avez-vous été choqué par les propos d'Alain Finkielkraut ? Eh bien, 62% répondent non. Et puis, je vous livre ce commentaire de Lily qui est assez drôle et assez percutant aussi. Cette histoire fait polémique parce qu'il s'agit de foot féminin. S'il avait dit « je n'aime pas le foot tout court », cette pseudo-polémique n'aurait jamais vu le jour. Voilà. Je suis une femme et je n'aime ni le foot masculin ni le foot féminin. Enfin, moi, je suis un homme et je peux dire presque la même chose, mais c'est pas le sujet de ce soir. Arnaud Benedetti. Enfin, au demeurant, il n'a pas dit qu'il aimait le foot masculin
non plus. On ne sait pas trop quelle est sa position sur ce c'est le cas. Il aime le foot. Mais enfin, en tout cas, il y a le fond et la forme. Si vous voulez, sur le fond, ce qu'il veut dire, c'est que finalement, la promotion du foot féminin qui est finalement, disons, mise en exergue comme un combat pour l'égalité, ne doit pas se faire sur, disons, le sacrifice de la différenciation. C'est ce que je comprends de son discours. Après, il y a la forme. C'est-à-dire que Finkielkraut, il fait du Finkielkraut. On le voit, il s'énerve sur le plateau, il est agacé. On voit que cette question, finalement, lui apparaît totalement périphérique et stupide, et il en rajoute manifestement dans son expression. Et je pense que c'est surtout plus la forme aujourd'hui qui est sujette à polémique que, finalement, le fond de son discours qui, quand on l'analyse, comporte, disons, un certain nombre de fondamentaux qui ne sont pas tout à fait dénués de bon sens. Mais en l'occurrence, la difficulté aussi, c'est que Finkielkraut est un très bon client pour toutes les polémiques et pour tous les buzz. On connaît aujourd'hui, disons, sa façon d'être, sa façon de se comporter, ce côté un peu ronchon conservateur qui est le sien, et inévitablement, ses propos prennent tout de suite des proportions, même sur des sujets qui ne sont pas finalement des sujets fondamentaux. Alors, c'est peut-être aussi un bon client parce qu'il n'hésite pas à provoquer, mais c'est souvent assez argumenté. Moi, je trouve que l'élément le plus intéressant dans son propos, c'est quand il dit qu'on arrête de poursuivre la différence dans ces derniers recoins. On voit bien l'idée qu'il y a derrière ça, Adrien Matou. Elle est fausse. Enfin, regardez, un match de foot féminin, c'est pas le même qu'un match de foot masculin. Enfin, il est juste dans une logique où il fantasme des choses. Voilà, c'est ça. Mais ça n'est pas la réalité. Donc on poursuit rien, il n'y a pas une main derrière, il n'y a pas une volonté étatique, il n'y a pas une idéologie. Il y a des filles qui ont envie de jouer au foot parce que c'est sympa de jouer au foot. Et ben voilà, c'est tout. Il y a peut-être un marché commercial, publicitaire qui a été créé par la création de cette Coupe du Monde. Mais comme le reste. Mais ça relève de la diffusion. Est-ce qu'on le diffuse ou pas ? Ce qui le dérange, lui, c'est pas de le voir à la télé, c'est que ça existe. Oui, c'est que les filles jouent au foot. Enfin, ça ne le dérange pas. Il dit que voilà, c'est pas sa vision des femmes. Mais en fait, j'ai l'impression que cette séquence est révélatrice de l'angoisse profonde de Alain Finkielkraut, qui lui va traquer l'indifférenciation des sexes justement dans chaque fait. Le fait qu'il y ait une Coupe du Monde féminine ne menace pas la différenciation des sexes. C'est juste des filles qui jouent au foot. Voilà, honnêtement, c'est quand même tout à fait banal. Je trouve que là, Alain Finkielkraut, dont j'apprécie par ailleurs beaucoup l'émission Réplique chaque semaine sur France Culture, et qui est quelqu'un qui est capable d'un esprit de finesse fantastique. Évidemment. Là, il se perd en étant très angoissé. On le sent très angoissé. Il va interpréter chaque micro-fait social comme alimentant sa thèse. Et franchement, c'est dommage. Il y a eu un film là-dessus que je vous conseille de voir. Il y a 30 ans, le même débat sur le tennis. Voilà, il y avait un vieux réac de joueurs masculins américains qui a défié la tenniswoman de l'époque. Et il a perdu, d'ailleurs. Il avait les mêmes arguments que Finkielkraut. C'était même il y a 40 ans. Il avait qu'à pas jouer au tennis et faire autre chose. Voilà. Une curiosité personnelle. En quoi c'est différent le football joué par les hommes et par les femmes ? C'est moins puissant, on imagine. On a le droit de dire ça sans que ce soit un jugement de valeur. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a des différences physiques qui sont de toute façon impossibles à combler. Après, le fait est que par rapport à d'autres sports, le foot est moins développé chez les filles que d'autres sports. Donc l'écart de niveau n'est pas seulement expliqué par le physique, parce que le foot féminin est en train de se développer. Par exemple, le gros problème du foot féminin, c'est le niveau des gardiennes, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour avoir des entraînements spécifiques pour les gardiennes, donc on voit beaucoup d'erreurs. Mais voilà, c'est pas exactement le même sport, mais ça y ressemble beaucoup. C'est un sport où la différence des performances sportives entre hommes et femmes reste extrêmement importante, voilà. beaucoup plus qu'au tennis ou dans d'autres disciplines. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'espère qu'on vous aura donné envie, n'est-ce pas, Guillaume Bernard, de suivre cette Coupe du Monde féminine. Bon, bon match, cher Adrien Matou. Merci beaucoup à tous les quatre. Et très bon week-end à vous, chers internautes.